Olivier, la scène est à vous. On y va? C'est parti. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis arrivé un peu dans les dernières minutes de l'intervention précédente, mais déjà je me faisais une réflexion quand j'entendais parler Mathieu, c'est ça je crois? C'est ça. De l'expérience qu'il a vécue, qu'il s'est construite, et ce recours au minimalisme, je ne sais pas quelle est l'expression qu'il a utilisée, le minimalisme vital ou quelque chose comme ça. Le minimalisme volontaire, c'est encore mieux. Et en même temps, ce minimalisme volontaire, il est indissociable, c'est ce que j'ai cru comprendre, de l'utilisation des moyens technologiques. Et donc l'utilisation des moyens technologiques aujourd'hui, et de tout ce qui touche d'une manière ou d'une autre à la cyber, fait partie du minimum vital et du minimum volontaire. Et moi, c'est un peu le sujet dont je m'occupe et dont je vais essayer de vous parler maintenant, c'est-à-dire les enjeux de la cybersécurité et surtout de la lutte contre les cybermenaces telle qu'on peut l'animer, y participer, la concevoir au sein du ministère de l'Intérieur et puis plus généralement au sein des pouvoirs publics et de l'État. Je commencerai peut-être par deux points d'actualité récentes. À la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais vous avez sans doute suivi ça et vous avez sans doute entendu ça dans les journaux, télévisuels, radio ou presse. La première bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui 50% de la population française qui est vaccinée, au moins avec une première injection contre la Covid. Et si je vous en parle dans le cadre de cette intervention sur le cyber, c'est que c'est important parce qu'en réalité, plus tôt on sortira de cette crise sanitaire, plus on aura fait barrage à une cybermenace absolument majeure. En clair, les cybermenaces, j'y reviendrai, sont totalement opportunistes. Elles suivent l'actualité, elles s'adaptent, elles mutent. Et la crise sanitaire que l'on vit depuis maintenant près de 2 ans, enfin d'un an et demi en tout cas, est une crise qui a ouvert des brèches dans lesquelles se sont engouffrés toute une série de malfaisants. Et on a vu notamment, ça a commencé en Europe centrale et orientale, et puis ça a vite touché la France et tous les pays occidentaux, des attaques qui se sont multipliées sur les systèmes cyber, notamment des hôpitaux, des agences de santé, des ministères de la santé, des laboratoires, et j'en oublie quelques autres. Donc encore une fois, plus tôt on sera sorti de cette crise, plus vite on aura, pour utiliser un jargon policier, fermé une porte, supprimé une fragilité en matière de cyber. Évidemment, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir parce que l'actualité est telle, les évolutions, les enjeux technologiques sont tels que de toute manière, ce sont de nouveaux moyens technologiques qui se développent de manière continuelle et ce sont aussi de nouvelles fragilités qui apparaissent. Le deuxième point d'actualité, c'est, j'imagine que vous êtes peut-être certains à avoir un compte LinkedIn. Et là, c'est une moins bonne nouvelle, c'est qu'on a appris il y a 2 jours que plus de 90% des comptes LinkedIn dans le monde avaient été piratés. Leur contenu avait été entièrement piraté, donc on est nettement plus de ce 90%, puisque je crois que c'est 700 millions de comptes à peu près sur 750. Et moi j'ai appris à cette occasion, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y a des gens qui mettent leurs coordonnées bancaires sur leur compte LinkedIn, et donc ils ont aussi perdu leurs coordonnées bancaires qui se baladent quelque part. C'est l'avantage lorsqu'on parle des cybermenaces, c'est qu'il suffit le matin c'est ce que j'ai fait ce matin, en prenant le taxi très tôt pour vous rejoindre depuis Paris. Il suffit d'écouter la radio pour avoir des nouvelles fraîches et des nouvelles menaces et des nouveaux enjeux qui apparaissent. Je vais partager avec vous une vision de ces enjeux qui est une vision un peu, je ne vais pas dire de béotien, je ne peux pas dire ça, mais en tout cas une vision assez nouvelle, puisque moi, ça fait à peine 1 an que je m'occupe réellement de ces sujets. Et ce que je vais vous donner dans un premier temps, c'est un peu une sorte de rapport d'étonnement, comme on dit en jargon administratif. Et puis ensuite, je viendrai sur les axes qui sont ceux de l'État aujourd'hui et du ministère de l'Intérieur pour mieux répondre à ces enjeux.
Le premier rapport d'étonnement, enfin le premier élément d'étonnement que j'ai constaté, c'est que la lutte contre les cybermenaces n'est pas une spécialité. C'est une affaire aussi de spécialistes et de techniciens, mais ce n'est pas une spécialité en ce sens qu'elle nous concerne tous. Je crois vous l'avoir démontré dans les quelques propos introductifs que j'ai faits. On pourrait y revenir si vous voulez, mais vous le savez bien, les cybermenaces impactent toutes nos activités, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient les plus intimes. Et elle a des conséquences aussi immédiates sur le monde physique. C'est ce concept de menace cyberphysique que l'on utilise de plus en plus pour rendre compte de cet état de fait. Un élément très spectaculaire, un exemple spectaculaire de cela, vous l'avez peut-être suivi, c'est la paralysie par une attaque cyber du principal pipeline américain qui s'appelle Colonial, qui, à partir du golfe du Mexique, dessert tout simplement l'intégralité de la côte est des États-Unis en pétrole et qui a été paralysé par une attaque cyber. C'était au mois de mai dernier, c'est tout récent, et a conduit, semble-t-il, l'enquête est encore en cours et on n'a pas tous les éléments, mais a conduit, semble-t-il, au paiement d'une rançon pour permettre la réouverture du pipeline. Donc on est bien sur des phénomènes qui aujourd'hui ont des conséquences directes sur toutes nos activités, sur tous les aspects de notre vie, y compris les plus matériels. La cyber n'est pas un territoire à part, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un cyberespace dans lequel il y aurait des opportunités technologiques, des menaces, des attaques, des défenses. En réalité, c'est fini ça. Le cyber, ça touche le monde entier, ça touche tous les aspects de notre vie, ça touche tous les citoyens que nous sommes. Alors bien sûr, ça exige, la lutte contre les cybermenaces, des compétences techniques, bien entendu. Et ça exige aussi des actions ciblées de la part de l'État, des organisations internationales, mais aussi des collectivités, des entreprises et bien sûr des particuliers. Mais surtout, ça requiert, et ça c'est très important quand on veut comprendre comment les pouvoirs publics abordent cette question aujourd'hui, spécialement en France, ça concerne chaque citoyen. Notre souci, c'est d'obtenir la mobilisation de chacun, qui doit être en quelque sorte l'acteur de sa propre sécurité cyber. C'est cette notion qu'on entend beaucoup, qui est cette notion d'hygiène cyber, d'hygiène numérique dans nos pratiques quotidiennes. On pourrait dire finalement que la lutte contre les cybermenaces est à la fois une affaire de spécialistes, de généralistes, et finalement de chacun des citoyens que nous sommes. C'est précisément parce que cette menace ne se laisse pas enfermer dans une spécialité, c'est précisément parce qu'elle est transversale qu'on a créé en septembre 2020 au sein du ministère de l'Intérieur une structure que j'ai l'honneur de diriger qui s'appelle, alors le titre est un peu long, hein, la délégation ministérielle au partenariat, aux stratégies et aux innovations de sécurité, la DP6. On pourrait lui donner un autre nom, on pourrait appeler ça la délégation ministérielle au continuum de sécurité. C'est exactement la même chose. Elle traite en fait de la complémentarité entre les hommes, les équipements et la technologie, les technologies au service de la sécurité. Mon rôle, le rôle de mes collaborateurs, c'est une petite équipe, hein, on est 25-30 au sein du ministère de l'Intérieur, c'est de faire le lien entre les acteurs de terrain de la sécurité, alors ça va être des acteurs publics, hein, la police, la gendarmerie, les polices municipales, et des acteurs privés, je pense aux sociétés de sécurité privée, je pense aux opérateurs de transport, je pense aux bailleurs sociaux, qui ont tous un rôle à jouer dans la sécurité quotidienne de notre population et de notre pays. Mais on fait le lien entre ces acteurs et les structures de recherche, les académiques, comme on dit en mauvais français, et les fournisseurs de moyens, que sont les industriels de la sécurité, ceux qui vont équiper, alors qui vont équiper en équipement physique, mais qui vont équiper aussi en équipement cyber, les forces de terrain. Il y a un point particulier sur les cybermenaces qu'il faut bien avoir à l'esprit, me semble-t-il. Là, j'ai parlé un peu de leur caractère transverse, de la difficulté qu'on a à les enfermer dans des frontières. J'ai parlé de leur immédiateté, le fait qu'elles touchent tout le monde et très vite. Elles ont un autre caractère, c'est qu'elles sont extrêmement plastiques. J'ai parlé de menaces opportunistes, on parle de ça en matière de cancer. On est exactement sur la même approche. Les cybermenaces ont une capacité à muter en fonction de l'actualité.
et à redéfinir leurs cibles et leurs moyens d'action d'ailleurs en fonction de l'actualité. On l'a vu avec la Covid et on le verra demain, tout à l'heure, à l'échelle du temps, avec l'élection présidentielle de 2022, qui va être le terrain de jeu des fake news et de la désinformation. On va le voir avec évidemment la Coupe du Monde de rugby de 2023, qui va être une sorte de répétition générale pour les Jeux Olympiques de 2024, qui sont accueillis dans notre pays et qui vont être là un immense terrain de jeu pour les cybermalfaiteurs et pour les attaques de toutes sortes. J'ai parlé des cybermenaces, je ne les ai pas vraiment définies aujourd'hui. Alors quand on cherche à les définir, quand on prend des fonctions comme celle que j'ai prise il y a un peu plus d'un an, on est confronté à une littérature extrêmement vaste. Il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup d'associations, de clubs qui prétendent s'occuper du sujet et on a un peu de mal à s'y reconnaître. Moi, je me suis fait mon propre classement, si je puis dire, et j'ai distingué 4 grandes théories de menaces cyber en fonction de la cible qui est visée. Vous avez d'abord les menaces contre les personnes. Donc, les menaces contre les personnes, ça va être les incitations à la haine, à la discrimination, à la violence. Ça peut aller jusqu'à l'apologie du terrorisme, l'incitation au terrorisme. Ça peut être des phénomènes de harcèlement, de vengeance en ligne. Ça peut être, enfin, toutes les atteintes à la dignité humaine, et notamment une forme d'atteinte à la dignité humaine qui est particulièrement développée sur les réseaux, qui est la pédopornographie. Ça, c'est les menaces contre les personnes. Premier sujet. Deuxième grande catégorie, les menaces à caractère économique. Là, ça va être l'espionnage, les rançongiciels, les escroqueries diverses. J'ai parlé de colonial tout à l'heure. On est typiquement sur ce type de menaces, encore qu'elle peut aussi être rattachée peut-être à une autre catégorie dont je vais parler juste après. Les rançongiciels sont aujourd'hui la forme d'attaque la plus répandue, pour une raison très simple, c'est que c'est simplement celle qui rapporte en réalité. C'est-à-dire que les victimes payent les rançons, ou en tout cas très souvent payent les rançons. Ce qui pose d'autres questions, notamment en matière d'assurabilité de ce risque. Est-ce qu'on doit lutter contre l'assurabilité de ce risque? Je vais y revenir dans 2 secondes, mais voilà, je le mentionne pour mémoire. Il faut savoir que les rançongiciels, aujourd'hui, je l'ai dit, occupent la première place des attaques qui sont diligentées contre les entreprises et les administrations. Si on regarde le classement pour les attaques qui sont diligentées contre des particuliers, c'est le phishing, qui est évidemment la première forme d'attaque, et ensuite le piratage de comptes. Ça sont les menaces à but économique. Troisième catégorie, les attaques à vocation politique. Là, je ne détaille pas trop parce que je serais obligé de faire supprimer chacun d'entre vous avant que vous sortiez de cette salle si je détaillais bien, mais ce sont les déstabilisations d'État à État en réalité, et des attaques étatiques. Et certaines attaques à but économique, voire des attaques contre les personnes, dissimulent en réalité des tentatives de déstabilisation d'État à État. On peut s'interroger sur l'origine de l'attaque du pipeline colonial. J'en sais rien, je ne fais pas partie du FBI, hélas, ou heureusement, je ne sais pas. Mais le truc est suffisamment énorme pour se dire que ça a pu aussi représenter un intérêt pour certains États de venir déstabiliser gentiment l'économie, la première économie du monde et la première puissance mondiale. La quatrième et dernière catégorie, mais j'en ai parlé tout à l'heure à propos de la désinformation, c'est la menace intellectuelle. C'est-à-dire que les cybermenaces ne se contentent pas de viser des personnes, ne se contentent pas d'aller chercher des rançongiciels, ne se contentent pas de répliquer le grand jeu d'État à État, mais on arrive aujourd'hui à un stade où elles transforment l'information, elles manipulent les cerveaux, ou en tout cas elles tentent de manipuler les cerveaux. Donc les fake news, évidemment, avec cette forme un peu ultime pour l'instant qui est le deepfake, et de manière plus générale, toutes les manipulations de l'opinion. L'autre point d'étonnement, voilà les catégories. L'autre point d'étonnement, moi, que j'ai eu quand je suis arrivé, c'est que, mais vous l'avez peut-être un peu compris dans mes premiers propos, c'est qu'on est face à une nébuleuse, qu'il est très difficile de s'y reconnaître parce que tout le monde prétend s'en occuper.
Il y a une nébuleuse des réglementations et des textes, il y a une nébuleuse des acteurs, et il y a besoin là de réintroduire véritablement de la cohérence et de la coordination. Nébuleuse des initiatives et des réglementations et des textes d'abord. Quand j'ai constaté cette réalité la première fois, ça m'a fait penser à la théorie sur l'expansion de l'univers. Vous savez, l'univers est en expansion continue, et non seulement il est en expansion continue, mais d'après les théories dominantes, cette expansion serait en accélération constante. On a l'impression que dans le milieu cyber, les textes et les réglementations diverses et les initiatives sur la cybersécurité, c'est un peu le même phénomène. Si je m'en tiens au seul échelon européen, uniquement européen et uniquement sur les principaux textes. Donc je ne suis pas du tout exhaustif, loin de là. Vous avez le RGPD, dont vous avez sans doute entendu parler, le règlement EIDAS, la directive e-commerce, le Digital Service Act, le Digital Market Act, la directive NIS pour Network and Information System Security, l'initiative sur la désinformation. On doit y ajouter des textes plus spécifiques comme la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, qui est une convention qui harmonise les techniques d'enquête et la coopération entre les États en matière de cybercriminalité. La cybercriminalité, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est un sous-ensemble de la cybermenace. La cybermenace est beaucoup plus large que la cybercriminalité, c'est-à-dire ce qui relève de l'enquête judiciaire et de la police judiciaire. Sans oublier évidemment le Cloud Act américain, qui influence certains partenaires européens, comme l'Irlande par exemple, qui est un pays, comme vous le savez, qui héberge les sièges européens d'un grand nombre d'opérateurs du net et de réseaux sociaux. Et je m'arrête là pour l'énumération des textes. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a un foisonnement des textes et des initiatives, et de l'autre côté, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'en réalité, ces textes couvrent imparfaitement la réalité, elles couvrent imparfaitement la pratique de la cyber. Ici comme ailleurs, le droit en fait est toujours en retard. Est toujours en retard d'un texte, est toujours en retard d'une règle sur la réalité des pratiques et des faits. Mais je vous l'ai dit, il y a pire que la nébuleuse des réglementations, il y a la nébuleuse des acteurs. Les acteurs qui entendent traiter aujourd'hui des cybermenaces. Ça peut être des acteurs publics, ça peut être des acteurs privés, ça peut être des acteurs associatifs. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas concevoir une entité, une organisation quelle qu'elle soit, sans qu'elle se soit dotée d'une direction, d'un service, d'un département, d'un pôle, appelez-le comme vous voulez, de lutte contre les cybermenaces ou de cybersécurité. Tout le monde doit faire de la cybersécurité, avec des compétences et des moyens qui sont évidemment très inégaux selon les secteurs et selon les acteurs. Comprenez-moi bien quand je parle de nébuleuse des acteurs, ce n'est pas une critique nécessairement, c'est-à-dire que c'est légitime dans la mesure où ça rend compte, comme je l'ai dit, de l'expansion, du caractère très protéiforme des risques, mais c'est aussi très dangereux. Et c'est surtout très dangereux lorsque ça se trouve au niveau des pouvoirs publics. Parce que dans ce cas-là, le risque que vous courez, c'est celui de disperser les forces, disperser les moyens, de brouiller les messages et de complexifier un paysage qui est déjà totalement, ou en tout cas quasiment incompréhensible pour nos concitoyens. Il y a d'ailleurs, quand on parle de cybersécurité, j'ai essayé d'utiliser des termes pas trop techniques, mais il y a un vrai problème de sémantique, en réalité, quand on aborde ce sujet. Parce que c'est un sujet de spécialistes, un sujet d'ingénieurs, au départ, et parfois ces ingénieurs ont du mal à parler au grand public. Vous savez, comme disait l'humoriste, ça passe pas toujours le périphérique, quoi. Bon, donc, mais je passe, on pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. Et donc, moi, mon travail au sein du ministère de l'Intérieur, mais d'une manière générale, l'approche des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de lutter précisément contre ce risque de brouillage du message et ce risque de dispersion des forces et des moyens. Et pour ça, les réponses s'articulent autour de 3 axes. La coordination stratégique, je vais détailler très rapidement. La résilience, j'ai horreur de ce mot, mais on ne peut pas aujourd'hui faire une intervention sans parler de résilience, donc je vous en parle. Je mets des choses un peu précises, j'espère, dedans, ce n'est pas qu'un mot valise. Et puis la défense de notre souveraineté. C'est un sujet dont je n'ai pas encore parlé et qui est absolument fondamental. Coordination stratégique d'abord. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière.
le traitement efficace des cybermenaces ne se limite pas à unifier les acteurs, en tout cas ne doit pas passer nécessairement par une unification des acteurs autour d'une seule tête, autour d'un seul et même acteur, même si l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est rattachée au Premier ministre, au SGDSN, Secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale, pardon pour les sigles, a vocation à jouer un rôle moteur, bien sûr. Mais en fait, en matière de cybersécurité, c'est comme en matière de sécurité en général. Je me suis beaucoup occupé de ces sujets. Créer une seule et même tête, une structure strictement pyramidale, c'est l'exemple type de la fausse bonne idée ou de la force des idées simples. On a le même sujet au ministère de l'Intérieur depuis des décennies sur la police et la gendarmerie. Vous avez des gens très intelligents qui vous expliquent qu'il faut en finir avec la séparation des forces, il faut avoir une seule et même force dans laquelle on va fusionner tout ça et ça va être beaucoup plus simple à gérer. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense que le mélange des cultures, le mélange des approches est un moyen de couvrir la diversité des phénomènes et des cibles. Pour employer un vocabulaire militaire, la couverture du terrain par l'ensemble des forces est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut introduire de la coordination là-dedans. Il faut en réalité, qu'est-ce que ça veut dire la coordination? Ça veut dire assurer la circulation de l'information entre les différents acteurs. Là, je parle des acteurs publics uniquement. Mais on pourrait tout à fait dupliquer l'approche avec les acteurs privés. Assurer la bonne circulation de l'information entre les acteurs qui luttent aujourd'hui contre les cybermenaces pour que leurs initiatives restent cohérentes, pour qu'elles se complètent sans se concurrencer. Vous voyez que derrière, il y a quelques messages subliminaux, enfin je crois, et qu'elles dégagent autant que possible des effets d'échelle. Parce que c'est quand même ça l'idée. C'est à un moment d'économiser des moyens tout en étant le plus efficient possible. La DP6 que je dirige au sein du ministère de l'Intérieur, elle est composée de gendarmes, de policiers, d'ingénieurs, de personnel administratif, de membres du corps préfectoral. Et son travail, précisément, c'est d'animer la transversalité, l'échange entre des services, gendarmerie, police, DGSI, donc les services de renseignement, qui ont tendance à travailler énormément en tuyau d'orgue, qui ont tendance chacun à avoir leur approche en matière de lutte contre les cybermenaces. Et donc moi, je suis là, très modestement, mon équipe est là pour introduire de la transversalité, de l'horizontalité là-dedans. Ça, c'est le travail que l'on mène au sein du ministère de l'Intérieur, et le travail que l'on mène en dehors du ministère, c'est tout simplement d'assurer le lien, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je passe rapidement, avec l'ensemble des acteurs du continuum de sécurité cyber, et notamment les industriels, qui sont réunis dans une structure qu'on appelle le comité stratégique de filière des industries de sécurité, et singulièrement les grands opérateurs du net. Un des dossiers les plus importants que j'ai à traiter, c'est, à la demande du ministre de l'Intérieur, c'est d'animer des groupes de travail avec les principaux opérateurs du net, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, pour obtenir une meilleure réponse aux préoccupations de l'État. Qu'est-ce que c'est les préoccupations de l'État? C'est d'avoir, par exemple, une meilleure réponse aux réquisitions judiciaires. Lorsque vous avez des messages de haine, lorsque vous avez des têtes coupées qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, obtenir le plus rapidement possible non seulement qu'on supprime ce contenu, mais que par ailleurs on obtienne les informations qui vont permettre de remonter la source et donc de faciliter l'enquête judiciaire. C'est aussi d'obtenir que ces contenus haineux, ces contenus illégaux, voire criminels, soient déréférencés en profondeur par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que Google, par exemple, ne se borne pas à supprimer le contenu problématique sans regarder s'il ne réapparaît pas dans les 2 secondes qui suivent avec un point .org qui a transformé un .com, par exemple, pour être le plus simple possible. C'est travailler sur ce qu'on appelle aussi l'inversion du signalement. Les opérateurs Internet, les réseaux sociaux aujourd'hui font de la modération, modèrent les contenus qui sont mis en ligne, en éliminent certains. Simplement, nous, côté État, on n'a pas accès à ces données. Or, ces données, si on y avait accès, nous permettraient peut-être de faire des connexions avec des enquêtes judiciaires qu'on a en cours sur d'autres sujets, ou avec le travail que mènent les services de renseignement. Et donc, arriver à avoir accès à ce travail en amont que mènent les opérateurs Internet, c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour nous également. Je pourrais multiplier les exemples, mais il faut aller vite.
Ça, c'est sur le sujet de la coordination stratégique. Pour le dire de manière très triviale, mettre de l'huile, quoi. Le deuxième sujet, c'est celui de la résilience. La résilience, qu'est-ce que je mets derrière? Je mets le travail d'éducation et de prévention des cybermenaces, spécialement auprès des plus vulnérables. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ceux qui ont les moyens et ceux qui ont les compétences techniques, ou ceux qui sont reconnus comme des opérateurs d'importance vitale, sont mieux protégés que les autres. Ils sont mieux protégés parce qu'ils ont les moyens de se protéger mieux, et ils sont protégés aussi parce que l'État, en tout cas pour certains d'entre eux, les considère comme suffisamment sensibles pour concentrer les moyens sur eux. Vous avez près de 3000 entreprises sensibles aujourd'hui en France qui font l'objet notamment d'opérations de prévention de la cybercriminalité par la DGSI, qui dispose d'un réseau de référents cybermenaces. Mais vous voyez bien que là, on n'adresse pas, comme on dit dans le jargon des ingénieurs, on n'adresse pas, et le jargon des commerciaux surtout, l'ensemble des cibles potentielles des cybermenaces. Les plus petits établissements publics, les plus petits hôpitaux, les collectivités locales de taille moyenne, les PME, les TPE, les particuliers peuvent se retrouver extrêmement seuls et vulnérables face à des attaques. Et on l'a vu notamment au moment de la Covid. Ce n'est pas les grosses entités qui ont été attaquées, c'est des entités de taille moyenne, voire des entités de petite taille. Soit pour les mettre en croix par des opérations de déni de service, soit pour leur demander de l'argent, soit pour pirater leur site internet en y affichant un certain nombre de messages ou autres. Et donc là, c'est le boulot de l'État, c'est-à-dire assurer la protection des plus faibles, organiser en quelque sorte un filet de sécurité pour ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre tout seuls. C'est clairement le travail de l'État. En fait, le risque derrière, c'est celui de la fracture cyber. On a parlé de fracture sociale sur différents sujets. Là, on est typiquement sur un risque de fracturation de la société entre ceux qui auront les moyens de se défendre contre les menaces cyber et ceux qui n'en auront pas les moyens. Il existe un site qui est en fait un groupe d'intérêt public, un groupement d'intérêt public qui s'appelle Cybermalveillance, un site internet qui est copiloté par le ministère de l'Intérieur, par le service que j'anime et par l'ANSSI, et qui permet justement de s'adresser à ces personnes. Les citoyens, les différents acteurs ou victimes de cybermenaces ou de victimes potentielles peuvent aller prendre des renseignements sur ce site. Et à l'inverse, c'est un site qui porte la sensibilisation à l'hygiène cyber. Un exemple très précis, par exemple, pour des entreprises, il a lancé un label qui s'appelle le label Expert Cyber, qui permet d'accompagner les TPE, les PME, les collectivités et associations dans leur sécurité numérique. Aujourd'hui, vous avez plus de 50 prestataires qui sont labellisés sur tout le territoire. Il y en a dans le Var. Je n'ai pas les noms, mais il y en a dans le Var. Qui peuvent intervenir dans les domaines des systèmes d'information professionnelle, de la téléphonie et des sites Internet pour installer ces systèmes dans des bonnes conditions de sécurité, en respectant par exemple la stratégie IBIOS, ça vous dit peut-être quelque chose, qui est portée par l'ANSSI, la méthode IBIOS, pour conseiller ces acteurs, mais aussi pour aider à la remédiation lorsqu'ils ont été attaqués, pour leur permettre de retrouver une activité normale le plus rapidement possible. Il y a des règles aussi d'hygiène évidentes, hein, je passe parce que je n'ai pas le temps, mais juste un chiffre qu'il faut que vous ayez en tête. Plus de 80% des attaques aujourd'hui cyber passent par le mail. Vous avez environ 30% des utilisateurs de mail qui vont avoir tendance à cliquer sur un message qui est un message piégé. 30%, s'il n'y a pas eu d'éducation. Si vous faites une éducation à l'hygiène cyber, si vous expliquez les risques, la proportion de ceux qui vont cliquer va tomber à 6%, entre 6 et 10%. Donc c'est tout bête, mais déjà ça permet de limiter considérablement les risques. Quand je parle de la fracture territoriale, il faut bien avoir à l'esprit en plus que la fracture cyber, pardon, il faut bien avoir à l'esprit que le phénomène est aggravé par ce qu'on appelle l'asymétrie entre les attaquants et les défenseurs. En clair, la capacité des premiers, les attaquants, et la première force des attaquants, c'est de cibler le maillon le plus faible de la chaîne. En général, c'est un prestataire de la vraie cible. On va rentrer sur le réseau du prestataire et
à travers le prestataire, on va remonter jusqu'à la cible principale. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire SolarWinds. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une attaque qui a visé SolarWinds et le logiciel de SolarWinds qui s'appelle Orion. Et à travers les mises à jour d'Orion sur un certain nombre de sites clients, le virus et l'attaque est remonté jusqu'à des entreprises extrêmement sensibles, notamment une entreprise qui s'appelle FireEye, qui est une entreprise américaine de sécurité, simplement par des mises à jour de logiciels. La lutte contre la fracture cyber, elle passe aussi par la prise en compte de ces risques au niveau local, au niveau territorial. C'est le rôle des préfets, dans le cadre des états-majors de sécurité qui sont présidés par les préfets. Ça passe aussi par la planification de crise. Aujourd'hui, on a des plans de gestion de crise pour des inondations, pour des catastrophes industrielles ou technologiques. On doit avoir aussi des plans de gestion de crise pour des attaques cyber, ce qu'on appelle l'ORSEC cyber, qui a été posé comme principe par le livre blanc sur la sécurité, qui est paru l'année dernière, mais qui doit aujourd'hui être mis en œuvre. Il y a un rapport qui a été rendu par 2 sénateurs au nom de la délégation aux entreprises du Sénat, très récemment, c'était le 10 juin 2021, 2 sénateurs qui s'appellent Sébastien Meurant et Rémi Cardon, et qui travaillent sur ce sujet. Ils partent du constat que les PME et les TPE sont moins protégés contre les cyberattaques que les grandes entreprises. Et ils jugent nécessaire, je cite le rapport, de combler un vide du dispositif public qui assure une cybersécurité satisfaisante aux opérateurs d'importance vitale, mais ne couvre pas suffisamment les TPE et les PME. Ces dernières sont devenues des cibles faciles à mesure du renforcement de la cyberprotection des entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises. En clair, il est plus facile aujourd'hui d'aller attaquer les petits parce que les grands ou les moyens sont mieux défendus. Et ce rapport sénatorial prône quelques mesures simples. Il souhaite que le dispositif d'assistance cybermalveillance dont je viens de vous parler soit mieux promu, avec plus de moyens, et qu'on y intègre un service d'urgence 24 heures sur 24 dédié aux entreprises. Il demande que l'assurabilité des rançongiciels dont je vous parlais au début de mon intervention soit interdite, à la fois au niveau européen et national, ce qui veut dire derrière que ça sera une incitation de moins à payer les rançons, et donc à alimenter la pratique du rançongiciel. Et il demande à mettre en place, je passe sur les mesures, il y a 22 propositions, mais notamment une sensibilisation à la cybersécurité par la voie de la formation professionnelle. Il faut absolument aujourd'hui travailler sur l'hygiène cyber dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et au niveau de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas encore suffisamment prise en compte. Puis je termine vraiment en 2 minutes par le 3e point et dernier, celui de la souveraineté. Derrière tout ça, il y a aussi une question de défense des intérêts nationaux face à des entreprises transnationales. Je vous parlais du travail qu'on mène avec les opérateurs du net. J'ai beaucoup de respect pour les GAFAM, j'ai beaucoup de respect pour les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de les considérer comme des adversaires, ça n'aurait aucun sens. En revanche, ce sont des entreprises transnationales. Et c'est des entreprises transnationales qui jouent de leur caractère transnational pour échapper à nos règles. Et donc là, il y a un travail vraiment de fond à faire au niveau européen et au niveau français pour arriver à leur imposer un cadre juridique qui soit un cadre juridique démocratique. Cadre juridique démocratique, ça veut dire quoi? Un cadre juridique qui soit décidé par les États et par les organisations internationales démocratiques et pas par eux. Derrière ça, il y a aussi une question de soutien à nos industriels français, et notamment à nos industriels français de cyber. On a la chance en France d'avoir des grands champions de taille mondiale sur les questions des technologies et sur les questions du numérique. Je ne vais pas faire de pub, mais on les a tous en tête, Atos, Idemia, Soprasteria, Thales, et puis derrière, il y a une foultitude de start-up, il y a une foultitude d'entreprises de taille intermédiaire extrêmement performantes qu'il faut absolument appuyer, qu'il faut soutenir à l'exportation. Il y a un projet dont vous avez entendu parler sans doute, c'est celui de l'identité numérique. Vous savez qu'il y a une nouvelle carte d'identité qui vient d'être mise en place et normalement, cette carte d'identité doit associer un certain nombre d'usages numériques
on devrait pouvoir accéder à toute une série de services par l'identification que permettra cette carte d'identité numérique. Mais c'est encore aujourd'hui un projet, et surtout, lorsque ça sera mis en place, il faut veiller évidemment à ce que ça profite d'abord aux entreprises françaises, dans le respect des règles de la commande publique, mais il y a des moyens de le faire. Dernier point, dernier sujet sur lequel je vais appeler votre attention, je suis toujours sur la souveraineté. Peut-être vous en avez entendu parler, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup pourtant, et il est absolument fondamental, il est absolument stratégique aujourd'hui, c'est celui de la normalisation. Vous avez entendu parler des normes ISO, vous avez entendu parler des normes CE au niveau européen. En France, c'est l'AFNOR, l'Association française pour la normalisation qui gère ça. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle de la soft law, en bon français, du droit mou, qui se développe considérablement. Et ces normes internationales s'imposent à toutes les entreprises qui veulent accéder aux principaux marchés dans le monde. Or, ces normes sont aujourd'hui définies essentiellement par les pays anglo-saxons. Grande-Bretagne, États-Unis en tête. Et donc, évidemment, ces pays cherchent à définir et à faire valider des normes au niveau mondial, voire au niveau européen, qui vont favoriser leurs entreprises. Ça peut être des choses toutes connes, hein. Ça peut être des règles de taille minimum de certains composants, ça peut être des questions de capacité de tel ou tel élément électronique, ça peut être des choses basico-basiques, mais qui en réalité se traduisent par le fait qu'on va exclure des marchés des entreprises françaises, par exemple, pour ce qui m'intéresse, pour favoriser des entreprises américaines ou anglo-saxonnes en général. La France est très présente dans ces instances de normalisation, mais elle est quasiment seule face aux pays anglo-saxons. L'Allemagne est présente aussi, mais elle joue un rôle un peu ambigu. Parfois, elle est du côté français, le plus souvent, elle est du côté anglo-saxon. Et donc, mon travail aussi, c'est d'assurer la représentation et la défense des intérêts du ministère de l'Intérieur et derrière des industriels français dans ces instances de normalisation pour qu'on ne se coupe pas de marché. De ce point de vue-là, on va avoir un formidable, je ferme la parenthèse de la normalisation et c'est ma conclusion, on va avoir un formidable accélérateur de particules, j'en ai parlé, ce sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques doivent permettre en tout cas de recourir à des solutions technologiques innovantes pour assurer la sécurité. Et ces solutions technologiques innovantes, elles doivent profiter aux entreprises françaises avant tout. On a un modèle à créer dans ce domaine. Les Jeux Olympiques de 2024 ne seront que les premiers d'une série de grands événements dont on voit bien qu'ils vont poser de très graves problèmes de sécurité et de cybersécurité, et dont on voit bien aussi qu'on va être très vigilant du côté des gouvernements démocratiques et des organisations internationales à ce que les innovations technologiques de sécurité mises en place à l'occasion de ces grands événements ne soient pas contraires aux libertés publiques. Et donc il y a là un équilibre extrêmement fin à trouver. Les Jeux Olympiques de 2024 doivent être l'occasion précisément de définir et de créer ce modèle. Et ça peut être l'occasion pour les entreprises françaises de prendre 10 ans d'avance sur leurs concurrents parce qu'elles auront été les premières à pouvoir proposer des solutions technologiques qui soient compatibles avec les cadres juridiques, les cadres de défense des libertés publiques qui sont aujourd'hui portés par l'Union européenne ou par la France. L'exemple type, c'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale fait peur à tout le monde parce qu'elle n'est pas encadrée. Si on arrive à définir un cadre suffisamment précis, suffisamment rassurant pour tout le monde, sur la base du volontariat, sur la base de transparence des algorithmes, sur la base de toute une série de techniques, de déclarations préalables et d'études d'impact, eh bien, on sera en mesure de favoriser nos entreprises parce qu'elles seront déjà à même de répondre à ce besoin, beaucoup plus que des prestataires israéliens, j'ai beaucoup de respect pour les Israéliens, américains ou russes, pareil, beaucoup de respect, mais qui ne sont pas du tout assujettis aux mêmes contraintes en termes de liberté publique que les nôtres. Il y a donc là, on est vraiment sur comme on dit encore en vieux français, un turning point qui est absolument majeur dans les années 2022, 2023, 2024. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai le temps de prendre des questions, mais si j'ai le temps, je suis à votre disposition. Alors malheureusement, non, merci beaucoup.